Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie, principe GENERAUX. Un principe d'organisation des SYSTEMES d'information sanitaire. 1.1 Cadre général. La nécessité de disposer d'informations sur la santé des populations et sur les services de soins pour mener des actions de santé est largement reconnue. L'organisation des soins, pour une population donnée, nécessite l'adéquation des services aux besoins de cette population. Cette organisation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique de santé, d'une planification stratégique et opérationnelle, d'une mise en œuvre et d'une régulation des différentes activités entreprises. Aux différents niveaux, toutes les décisions à prendre nécessiteront de l'information. Cependant, ces informations ne seront pas du même type selon le niveau concerné. Le schéma suivant représente ces différentes relations sous forme de plusieurs cycles concentriques. Le grand cycle de définition des politiques. Le cycle périodique de planification stratégique. Le cycle régulier de la mise en œuvre des activités et de leur régulation. Le grand cycle de définition des politiques. Les décisions politiques portent sur le long terme, voire le très long terme. Au regard des implications qu'elles comportent, ces décisions sont souvent longues à prendre et complexes à réaliser. Les différents documents sont préparés par les responsables nationaux du ministère de la Santé pour être avalisés par le gouvernement et les assemblées nationales du pays. L'information nécessaire est le plus souvent rassemblée à l'occasion d'une étude du secteur de la santé. On parle de revue du secteur de la santé. Une revue utilise toutes les informations disponibles au moment de la réalisation de ce travail. Elle prend donc en compte toutes les informations produites en routine, tous les résultats d'enquêtes périodiques ou d'investigations spécifiques effectuées dans le pays, ainsi que les données provenant des outils, concept de carte sanitaire nationale, permettant de connaître et de présenter les ressources existantes. Elle intègre par ailleurs toutes les informations utiles provenant des autres secteurs, économie, finance, secteur social, environnement, etc., et complète certains domaines par des études spécifiques. Figure 1, Information et décision. Le cycle périodique de planification stratégique. La définition d'une stratégie et la mise au point d'une planification portent sur le moyen terme. La planification précise les stratégies, les résultats attendus, les critères de performance au départ d'une analyse de situation, les activités à mettre en œuvre ainsi que les ressources nécessaires. Ces décisions se prennent par les responsables des directions nationales, plans nationaux de développement, les responsables régionaux et ou les responsables des districts sanitaires, plans d'action annuels ou pluriannuels, ainsi que les responsables des différentes formations sanitaires. Chaque formation sanitaire se définit un programme plus ou moins complexe selon le type et la taille de sa formation, on parle parfois de micro-planification. Les informations nécessaires à ce type de décision sont issues d'évaluations visant à établir un diagnostic de situation. Ces évaluations se font en général sur une base annuelle à partir des différents rapports établis lors de la compilation et l'analyse des différentes données régulièrement récoltées dans les différentes formations sanitaires. 2. Des données disponibles sur l'ensemble des différentes ressources existantes, concept de carte sanitaire régionale. Le cycle régulier de la mise en œuvre des activités et de leur régulation. Afin d'évoluer vers les objectifs qui ont été fixés dans le cadre des différentes planifications, il faut pouvoir comparer les résultats obtenus avec ceux attendus et ajuster progressivement les actions entreprises. Pour les différents responsables qui travaillent sur le terrain, que ce soit dans un centre de santé, un hôpital, un district ou une direction régionale, ce sont des décisions à prendre à court terme. Les informations nécessaires à ce type de décision doivent être produites de manière régulière, c'est pourquoi on parle d'informations de routine. Les différentes données produites par l'analyse de ces informations peuvent aussi servir de cadre de référence pour le suivi des différentes actions entreprises. On parle dès lors de monitoring ou monitorage. 1.2 Problème de définition des systèmes d'information sanitaire. Les systèmes d'information sanitaire tentent de répondre à ces différents besoins d'information en organisant de façon structurée le recueil et le traitement de l'information,
pour que les décideurs, selon leur niveau, puissent en disposer de manière utile au moment où ils en ont besoin. Le problème de fond, c'est qu'il n'existe pas de définition claire et reconnue pour les systèmes d'information sanitaire. Traditionnellement, l'appellation système d'information sanitaire (SI) se réfère à l'ensemble des dispositions nécessaires pour l'organisation de l'information sanitaire recueillie en routine, dans les formations sanitaires, hôpitaux, centres de santé, postes de santé, etc. Dans certains pays, on parle de Système national d'information sanitaire, SNIS, pour désigner le dispositif effectivement mis en place et souvent, par extension, le service qui s'en occupe. Le service responsable, souvent une division d'une direction nationale du ministère de la Santé, est parfois chargé, à côté de la tenue du recueil de routine, de la mise en œuvre ou de la supervision d'enquêtes sanitaires ponctuelles ainsi que du traitement des informations ainsi collectées. Les appellations Système national d'information et de gestion sanitaire, SNIGS, ou Système d'information sanitaire pour la gestion, SISG, ou encore SIG, Système d'information pour la gestion, sont les traductions du terme anglais Health Management Information System, HMIS, qui veulent insister sur le fait que les systèmes d'information sont destinés également à apporter une aide à la gestion du système de santé. Beaucoup de SI se sont limités au départ, en effet, au recueil et à l'organisation de l'information portant sur les problèmes de santé et les activités de soins. Ils ne prenaient pas ou peu en compte les informations portant sur les ressources, personnel, finances, infrastructures, équipements, médicaments, etc. Et ces dernières étaient souvent réduites à la réalisation d'un inventaire annuel ou bisannuel. Le problème est que les informations de nature sanitaire et les informations concernant les ressources du système de santé constituent deux groupes d'informations très différents, qui ne demandent pas nécessairement le même rythme de collecte. On rencontre plusieurs modalités de recueil de l'information. Le recueil en routine, où l'enregistrement est continu et chaque phénomène ou événement observé est enregistré au moment où il se présente, en générant une information. Par exemple, chaque consultation est enregistrée dans le registre de consultation au moment où le patient se présente, chaque sortie de stock d'un médicament est enregistrée immédiatement dans la fiche de stock. Le recueil ponctuel, où l'enregistrement des événements observés est réalisé lors d'une étude limitée dans le temps, mais éventuellement répété de façon périodique. Il peut s'agir d'un recueil exhaustif sous forme d'inventaire ou d'une enquête réalisée sur un échantillon. Les bases du recueil des informations peuvent enfin être variables, selon que les informations sont collectées dans toutes les formations sanitaires sur une base sélective, site sentinelle, enquête sur échantillon, etc., ou à partir de services spécifiques du ministère de la Santé, services des finances, du personnel, etc., ou d'autres administrations ou organisations, données démographiques, enquêtes socio-sanitaires, etc. Tableau 1, modalité du recueil d'informations. Cependant, si l'on veut acquérir une vision plus claire de la situation et des priorités sanitaires d'un pays, d'une région ou même d'un district, il convient d'utiliser et de synthétiser toutes les informations disponibles sur les différentes composantes du système de soins et leurs interrelations. Il s'agit notamment des données concernant la population, les problèmes de santé présents dans la population, en tenant compte que dans le système d'information de routine, seuls les problèmes de santé vus dans les structures de soins, au regard de leurs activités, sont disponibles. Les structures, leurs activités et leurs résultats d'activité. Les ressources, personnel, finances, infrastructures, équipements consommables, etc. De plus, le système de santé n'est pas un système isolé et il convient aussi de tenir compte de son environnement, accessibilité à l'eau, conditions d'assainissement, hébergement, climat, réseau routier, etc., ainsi que des conditions politiques et socio-économiques. Enfin, il est difficile d'identifier les priorités d'un système de santé, sans tenir compte des stratégies, ni des éventuelles normes sanitaires qui ont été définies dans le cadre des documents de politique de santé du pays. Cet exercice, qui consiste à utiliser toutes les informations provenant de l'ensemble des sources disponibles, demande cependant beaucoup d'expertise et de manipulation pour mettre en relation des données, dont les structures ne sont pas toujours compatibles, découpage géographique, période considérée, données informatiques, etc. Cet exercice ne peut donc se faire que ponctuellement.
Le résultat de cet exercice, c'est-à-dire la présentation de l'ensemble de ces données de manière synthétique, est souvent dénommé « carte sanitaire ». Ce terme peut prêter à confusion pour plusieurs raisons. Il évoque la notion de carte géographique, or la présentation de carte n'est qu'un de ces éléments. Un autre élément de confusion est apporté par le concept de système d'information géographique, (GI), Geographical Information System. Ce dernier est un système informatique permettant le stockage, la gestion, l'analyse, la synthèse et le traitement d'informations de type géographique, c'est-à-dire que chaque partie de l'information doit être reliée dans le système via des coordonnées géographiques spécifiques à une entité bien déterminée, par exemple, un centre de santé, un village, un district, une région, etc. Depuis quelques années, on assiste à un développement important de ce genre d'outils. Les exemples développés pour la santé publique sont la distribution, variation dans le temps et dans l'espace, de certaines maladies, onchocercose, filariose, malaria, polio, la cartographie des mortalités et des morbidités, les cartes de distribution des ressources en personnel médical ou la localisation des couvertures en infrastructures médico-sanitaires. Dans ce domaine, l'OMS a développé un programme particulier, Public Health Mapping Programme, dont les objectifs spécifiques sont de renforcer les systèmes nationaux de surveillance, de prévention et de contrôle des maladies infectieuses prioritaires. En réalité, la carte sanitaire doit donc être plutôt définie comme étant un outil permettant, dans un premier temps, de connaître les différentes ressources du système de santé et dans une deuxième étape, d'apporter les éléments nécessaires pour mener une analyse de situation, préalable de toute planification générale de qualité. Pour rester efficace, la base de données qui constitue la carte sanitaire doit respecter des principes d'organisation simples et cohérents, sinon, elle risque d'être submergée d'une masse de données inutilisées. La plus grande difficulté est d'arriver à un équilibre entre le souhait d'une exhaustivité maximale et la production d'analyses régulières de qualité, effectivement utiles. Une collaboration étroite de différents responsables des services chargés du traitement des informations sanitaires et de la planification est indispensable. Cette carte sanitaire doit jouer un rôle clé pour permettre aux unités de planification de compléter leur connaissance de l'offre existante, en termes de ressources et en termes de fonctionnement. Identifier les différents besoins au regard des différentes normes reprises dans les documents de politique de santé. Procéder à l'évaluation des différents indicateurs de suivi retenus dans les processus de mise en œuvre des programmes, plus particulièrement en ce qui concerne les approches de type sectoriel et les appuis macroéconomiques. À terme, l'ensemble des processus qui permettent de disposer des informations nécessaires à la planification, à la gestion et au fonctionnement général du système de soins de santé pourrait entrer dans un concept unique de système d'information sanitaire global, ou SIGlobal. En effet, on peut très bien imaginer que toutes les bases de données du département de la santé ou de la région, voire du district sanitaire, soient prévues pour être mises en relation et fournir ainsi des états des lieux à jour. On pourrait aussi parler d'une carte sanitaire dynamique. L'ensemble réaliserait ainsi un système d'information sanitaire de routine plus complet, pouvant encore être enrichi avec des informations issues d'autres sources. Cet ensemble comporterait les bases de données portant sur les composantes du système de soins, problèmes de santé, activités, personnel, finances, infrastructures, équipements consommables, etc., maintenues à jour dans les différents départements du ministère de la Santé. Une base de données démographiques, issue des recensements périodiques. Une base de données géographiques, recoupant les entités administratives. Des bases de normes qui décrivent les objectifs à atteindre. Des résultats d'enquêtes, d'études ponctuelles ou d'inventaires. L'interrogation de ces bases de données devrait permettre de décrire par des tableaux, des cartes thématiques, des graphiques, la situation conjoncturelle, de comparer cette situation à la situation antérieure ou aux normes proposées, dans le cadre de la politique de santé du pays, d'analyser les écarts et dysfonctionnements afin d'identifier les actions correctrices à mener avec les ressources nécessaires. 1.3 Le rôle clé des acteurs de terrain. Les informations recueillies en routine dans toutes les formations sanitaires sur base de rapports périodiques font l'objet du SI dans son sens traditionnel,
On lui préfère actuellement l'appellation de SI de routine, ce dernier étant donc constitué de l'ensemble des processus nécessaires au recueil et à l'organisation de l'information de routine pour la gestion continuelle des activités de soins. La figure suivante montre bien que le SI de routine joue un rôle prépondérant pour la fourniture des informations utiles au pilotage et à la régulation, alors qu'il ne fournit qu'une petite partie de celles qui sont utilisées pour la prise de décision politique ou stratégique. Figure 2, rôle du SI de routine dans la prise de décision. Le système d'information sanitaire est un sous-système du système de soins de santé, et son fonctionnement ne pourra jamais être envisagé indépendamment de celui du système de soins de santé. Le schéma ci-après essaie de positionner les différents acteurs par rapport au SI, dans le cadre de l'organisation pyramidale du système de santé. Figure 3, position des acteurs par rapport au SI. Dans les niveaux supérieurs de la pyramide sanitaire, la distinction des rôles et des acteurs est claire, les différentes activités sont réalisées par des acteurs différents. Plus on se rapproche de la base de la pyramide, plus cette distinction s'amenuise. Le cas extrême est bien entendu celui des structures de base et particulièrement celui du centre de santé, où les trois types d'activités sont réalisés par un seul et même acteur, le médecin ou l'infirmier titulaire. Le modèle met en évidence deux situations bien différentes que les responsables du SI vont devoir gérer. À la base de la pyramide, les problèmes de communication sont rares mais il faut demander à un même acteur de jouer trois rôles différents. Au sommet de la pyramide, les rôles sont distribués à des acteurs différents mais il faut parvenir à les faire communiquer. Les décideurs chargés du pilotage et de la régulation en contact permanent avec le terrain n'ont ni le temps, ni nécessairement les capacités, pour collecter des quantités importantes d'informations, pour en extraire les indicateurs dont ils ont besoin. Ils doivent réagir relativement vite, et ils ont besoin d'informations pertinentes pour prendre rapidement des décisions. Ils ont donc surtout besoin des données qui leur permettent de calculer les indicateurs nécessaires au pilotage et à la régulation des actions en cours. Deux éléments principaux d'un système d'information sanitaire de routine. 2.1 Aspects généraux. Le SI de routine fait partie intégrante du système de santé et s'inscrit logiquement dans la démarche naturelle de la structure pyramidale de ce dernier. Les données sont recueillies quotidiennement dans les structures de soins. Périodiquement, ces données sont compilées dans des rapports d'activité qui sont transmis au bureau de district. À ce niveau, les différents rapports sont rassemblés et analysés. Les données compilées, que ce soit manuellement ou sur support informatique, sont ensuite transférées vers la région. Un travail identique à celui des districts est réalisé à ce niveau, afin d'assurer le transfert des informations jusqu'au niveau national. Figure 4, circuit de l'information. Dans un SI, les informations doivent d'abord permettre une utilisation sur place, là où l'information est recueillie. Les procédures prévoient ensuite la remontée des informations vers les niveaux supérieurs de la pyramide sanitaire et la diffusion, vers l'extérieur et vers les niveaux inférieurs, du résultat des analyses de ces données. Dans ce dernier cas, on parle souvent de rétro-information qui peut prendre diverses formes de documents, tableaux, graphiques, bulletins, cartes. Un système d'information sert à capter de l'information sous forme de matière première, à la traiter et à la restituer sous forme de produits finis. Pour ce faire, plusieurs étapes sont nécessaires, depuis le recueil des informations sur le terrain jusqu'à la production de tableaux de bord et des documents de synthèse. Le processus de transformation de cette matière première en produit fini n'est pas simplement mécanique, comme pourrait le suggérer le schéma ci-dessous, malheureusement trop souvent rencontré. Figure 5, transformation de l'information. Cette organisation ne permet pas aux différents acteurs d'être réellement concernés et intéressés par le travail demandé dans le cadre du SI. Au contraire, à chaque niveau, les données doivent être analysées et corrigées avant d'être transmises vers le niveau supérieur de la pyramide sanitaire. Figure 6, transmission de l'information. Il est facile de comprendre que la qualité de l'information fournie par une étape dépend non seulement de la qualité du traitement qui y est réalisé, mais aussi de la qualité de l'information de base fournie par l'étape précédente. Le dysfonctionnement d'une étape rend caduques toutes les étapes suivantes.
Chaque acteur du système doit être conscient de l'importance de son rôle et de l'impact que peut avoir la moindre de ses défaillances. 2.2 Notion d'indicateur. 2.2.1 Définition des indicateurs. Dans la première étape du recueil de l'information, on ne dispose que de données brutes qui ne sont pas directement utilisables par tous les acteurs. Pour pouvoir être utilisées, ces informations doivent fournir des réponses aux questions que l'on se pose. Par exemple, le registre de la consultation curative fournit une liste des malades avec leurs symptômes, leur diagnostic et le traitement qu'ils ont reçu. Cela peut être utile pour le prestataire des soins, mais si le responsable du centre de santé veut connaître le volume de travail de la consultation, il a besoin de transformer ces données en une mesure synthétique qui a du sens par rapport à la question. Par exemple, le nombre de malades vus à la consultation pour une période donnée. Un indicateur est une information qui fournit une indication pour la prise d'une décision. C'est une mesure qui décrit l'état ou le changement d'état, par comparaison dans le temps. D'une personne ou groupe de personnes? D'un objet ou un groupe d'objets? D'une situation? Relation entre différents éléments qui peut être plus-moins complexe. Un indicateur, par comparaison, permet également d'apprécier des écarts. Par rapport à d'autres éléments comparables. Ou par rapport à des normes, des standards ou des objectifs. Les types d'indicateurs quantitatifs les plus fréquemment utilisés sont les fréquences absolues d'un phénomène, les proportions, les taux, les ratios et les moyennes. La fréquence absolue d'un phénomène. Le plus simple des indicateurs est la fréquence absolue d'un phénomène, observé pour une période donnée. Nombre de nouveaux cas d'une pathologie. Nombre d'accouchements. Nombre d'enfants complètement vaccinés. Nombre de cas détectés d'une pathologie particulière. Nombre de décès totaux et par pathologie. Ce type de données est utilisé pour connaître ou mesurer la charge de travail et les besoins en moyens, médicaments, personnel. Classer les pathologies détectées par ordre de fréquence absolue. Première pathologie, diarrhée, deuxième pathologie, infection respiratoire. Détecter l'apparition de phénomènes exceptionnels. Exemple, un cas de fièvre jaune diagnostiqué et confirmé suffit pour déclencher une alerte. L'utilisation des fréquences absolues a des limites. En particulier, lorsqu'on veut comparer deux situations. Voici un exemple de relevé de fréquence absolue pour deux centres de santé, A et B. Tableau 2, nombre de nouveaux cas en. Comme on peut le voir, la fréquence absolue ne permet ni de connaître l'importance d'un phénomène dans une population, 1613 cas de diarrhée diagnostiqués dans le centre de santé B en un an, est-ce beaucoup ou peu, ni de comparer des situations sanitaires concernant des populations différentes. Les proportions. Une proportion est un rapport entre deux quantités comparant une partie, numérateur, à un tout, dénominateur. Le numérateur est donc inclus dans le dénominateur. On l'exprime le plus souvent en pourcentage. Les proportions sont utiles pour présenter des répartitions, par exemple. Répartition budgétaire en rubrique. Principale cause de mortalité. Le classement des pathologies est souvent présenté sous forme de proportions. Pour les deux centres de santé, A, B, les pathologies observées ont été classées de la manière suivante. Tableau 3, classement des pathologies. Les proportions montrent l'importance relative des pathologies dans l'activité de chaque centre de santé. Le classement des pathologies en proportion est une présentation différente du classement selon les fréquences absolues, tout en fournissant une information semblable. Comme pour les fréquences absolues, elle comporte également des limites lorsqu'on veut établir des comparaisons entre plusieurs situations. En se basant sur les proportions, on pourrait penser que le problème du paludisme est beaucoup moins important dans la région du centre de santé B. En réalité, l'importance des cas de bilharziose masque celle du paludisme. Les taux. Pour comparer les deux situations, il faut mesurer le problème en fonction de la population. On utilise donc des indicateurs prenant en compte la population exposée. Taux, rapport entre le nombre d'individus présentant un caractère spécifique pendant une période donnée, et l'ensemble de la population susceptible de présenter ce caractère pendant la même période. Toute unité au numérateur
provient de la population au dénominateur. Exemple. Taux de fréquentation annuel. Nombre de NC par an, population desservie par le centre de santé. Taux annuel de couverture de la première visite prénatale. Nombre de premières visites prénatales par an, nombre de femmes enceintes dans l'année. Taux annuel d'incidence de la maladie X. Nombre total de NC de la maladie X apparaissant dans la population pendant une période donnée. Population totale exposée. Taux annuel de détection d'une pathologie. Nombre de NC de cette pathologie se présentant au centre de santé, par an. Population desservie par le centre de santé. Taux brut de mortalité annuelle. Nombre de décès par an, population totale exposée pendant l'année. Taux de létalité pour la maladie X sur une période de 1 an. Nombre de décès par la maladie X dans l'année. Nombre de NC de la maladie X dans l'année. En utilisant des taux, dans l'exemple cité plus haut, les résultats des centres de santé A et B deviennent. Tableau 4. Taux de détection de quelques pathologies dans 2 centres de santé. On s'aperçoit que, rapporté à la population, la détection des problèmes de diarrhée, d'infection respiratoire et de paludisme est équivalente dans les 2 centres de santé. Remarque, il ne faut pas confondre taux de détection et taux d'incidence. Tous les malades souffrant d'une pathologie ne se rendent pas au centre de santé. Quelques valeurs de taux. Tableau 5, taux brut de natalité. Tableau 6, taux brut de mortalité 4. Le ratio. Toute information ne peut pas se présenter sous forme de taux. Le ratio, ou indice comparatif, est un rapport entre 2 entités possédant chacune des caractères distincts. Exemple. Ratio homme-femme, nombre d'hommes dans la population, nombre de femmes dans la population. Ratio médecin-habitant. Nombre de médecins dans la région, nombre d'habitants de la région, exprimé pour 1000 habitants. Ratio lit-habitant. Nombre de lits d'hospitalisation dans la région, nombre d'habitants dans la région, exprimé pour 1000 habitants. La moyenne. Séjour moyen d'hospitalisation. Coût moyen d'un épisode de maladie. Consommation moyenne mensuelle, CMM de médicaments. 2.2.2 Choix des indicateurs. Les indicateurs doivent être choisis en fonction de ce que l'on veut mesurer, phénomène, de l'utilisation qui en a été prévue et de l'utilisateur. Il faut donc définir à quelle question un indicateur doit répondre, objectif de l'indicateur. Lorsque l'indicateur est décrit précisément, il faut encore juger de sa validité technique. L'indicateur est-il sensible ? Une variation du phénomène à mesurer entraînera-t-elle une variation de la valeur de l'indicateur ? L'indicateur est-il spécifique ? Une variation de la valeur de l'indicateur indique-t-elle nécessairement une variation du phénomène à mesurer ? Est-ce que d'autres phénomènes ne peuvent pas faire varier la valeur de l'indicateur ? L'indicateur est-il valide à proprement parler ? Est-ce que la valeur de l'indicateur fournit la réponse à la question posée ? Si la réponse est positive aux 3 questions, l'indicateur est alors bien choisi pour donner la réponse à la question posée. Sinon, il faut reformuler l'indicateur ou l'abandonner. Il faut s'assurer que l'on peut obtenir les données nécessaires au calcul de l'indicateur, à un coût raisonnable. D'autre part, les indicateurs doivent rester aussi simples que possible pour permettre un calcul aisé et une interprétation compréhensible par le plus grand nombre. Lorsque l'on choisit un indicateur, il faut également préciser la période sur laquelle il doit porter. Celle-ci varie en fonction de la nature du phénomène observé, de l'utilisation qui en est faite et du contexte de l'intervention. En général, la plupart des indicateurs dérivés des activités, nombre de patients par pathologie, utilisation, nombre d'actes, sont calculés à une fréquence plus rapprochée que les indicateurs de population ou les indicateurs de ressources comme les infrastructures ou le personnel. Les indicateurs de population sont calculés à intervalles plus rapprochés dans les contextes de population instable, camps de personnes déplacées ou réfugiées. 2.2.3 Types d'indicateurs. La tendance actuelle est de décrire différentes classes d'indicateurs selon les différentes composantes d'un programme ou d'un système. Figure 7, composantes systémiques d'une organisation 5. À partir de ces composantes, on peut en effet décrire successivement
Les moyens nécessaires constitués par les ressources humaines, physiques, financières sont mobilisés, intrants, input. Des activités sont effectivement menées avec ces différents moyens, processus, process. Toutes ces activités permettent la mise en place effective de soins, production médicale, production, output. Pour les bénéficiaires, il en résulte différents résultats bénéfices, notamment à court terme, résultats, outcome. L'ensemble de ces résultats a des conséquences sur la santé en général, à plus long terme, impact. Attention, les classifications en output, outcome et impact varient selon les auteurs et selon les écoles. Le schéma suivant est repris de l'approche systémique. Le système de santé, comme toute organisation, peut être décrit selon ses composantes systémiques. La figure suivante illustre les principales composantes d'une structure de soins de première ligne, centre de santé. Figure 8. Type d'indicateur selon les principaux éléments d'un système de soins. Cette approche de type systémique permet une meilleure compréhension des niveaux d'action et d'interaction, où se situent les différents indicateurs. Le tableau suivant présente une analyse synthétique de cette approche. Tableau 7. Classification des indicateurs selon l'approche systémique. 2.3 Enregistrement des données. Lorsque les indicateurs ont été choisis, il faut définir comment enregistrer les données nécessaires à leur calcul. L'enregistrement a lieu dans toutes les structures de santé. C'est la première étape du recueil de l'information. Les données à enregistrer dépendent donc des technologies disponibles, de la compétence du personnel et de sa disponibilité. Il ne faut recueillir des données que sur les maladies qui peuvent être diagnostiquées au niveau concerné. Par exemple, pour le suivi des cas de malaria, si au niveau du centre il n'existe pas de laboratoire, on se contente de distinguer le symptôme fièvre et éventuellement les fièvres traitées pour malaria, suspicion de malaria, tandis qu'au niveau de l'hôpital, qui dispose d'un laboratoire, on peut faire la différence entre suspicion de malaria et malaria confirmée. Pour chaque donnée, il faut qu'il y ait une définition claire et non ambiguë, établie en fonction du niveau où elle est collectée. La périodicité du recueil doit être définie. Cette périodicité est différente de celle du calcul des indicateurs. Rythme de recueil continu. Pour presque toutes les données recueillies à l'intérieur de la structure, par exemple, les données de suivi des consultations curatives et prénatales, l'enregistrement se fait de manière continue lors des consultations. Le calcul des indicateurs, l'analyse et la transmission d'un rapport sur les consultations sont par contre souvent mensuels. Rythme de recueil ponctuel. En complément au système de routine, le recueil de quelques données particulières à travers des enquêtes doit également être prévu, par exemple, la couverture vaccinale, mais la collecte des données n'a pas nécessairement lieu dans la structure de soins. Cette étape est donc importante, car de la fiabilité de l'information lors de son enregistrement dépendra la fiabilité de toutes les étapes qui suivent. 2.4 Compilation. On peut reprendre l'exemple du registre de la consultation curative qui fournit une liste de malades avec leurs symptômes, leur diagnostic et le traitement qu'ils ont reçu. Pour connaître le volume de travail de la consultation, on a besoin de transformer ces données en une mesure synthétique comme par exemple, le nombre de malades vus à la consultation pour une période donnée. On obtient le nombre de malades vus à la consultation par comptage sur le registre. C'est la compilation des données brutes. Cette compilation fournit les premiers indicateurs, des fréquences absolues. À leur tour, ces premiers indicateurs fournissent des numérateurs et des dénominateurs pour le calcul d'autres indicateurs. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.